Axel Kahn, bonsoir. Bonsoir et tous mes vœux de bonne année tout d'abord. Et bien pareil, on se l'espère plus douce que l'année dernière, n'est-ce pas? Elle va commencer de manière un peu dure, un peu dynamique. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. D'accord, alors en tout cas sur votre blog, effectivement c'était dynamique. Vous avez donc publié une tribune autopsie d'un désastre et on vous a entendu la semaine dernière parce que vous avez lancé un cri d'alarme sur la stratégie de vaccination. Alors ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, ce qui est frappant en tout cas, c'est que la semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait qu'il assumait la lenteur dans le processus de vaccination. Et ce matin, eh bien, le même Olivier Véran tenait un discours assez différent, on l'écoute. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. J'ai demandé aux hôpitaux qui sont équipés en vaccins, il y avait 27 hôpitaux équipés hier, il y en aura 100 d'ici à demain après-midi, c'est-à-dire que nous multiplions par 4 le nombre d'hôpitaux sur le territoire, qui couvrira tout le territoire métropolitain et ultramarin. J'ai demandé à chaque centre de développer dès cette semaine un centre de vaccination destiné à la ville, d'abord pour les professionnels de santé, les aides à domicile, les pompiers en ville. La semaine prochaine, ce seront 300 centres développés et d'ici la fin du mois de janvier, il y aura 500 à 600 centres qui seront ouverts, accessibles pour la ville. Alors, est-ce qu'il était temps, Axel Kahn, de changer de stratégie? Oui, je crois que le ministre, il a raison. Il a entendu d'ailleurs ce que nous étions un certain nombre à dire et ce que j'ai dit effectivement avec une certaine force. Le début, d'un point de vue psychologique, c'était important. Le début de cette campagne de vaccination était un échec complet. Comme j'ai voulu marquer les esprits afin d'améliorer les choses, j'ai parlé de l'autopsie d'un désastre. Et j'assume, si vous voulez, le but n'était pas d'accabler. Le but était d'améliorer, de créer un électrochoc de manière à ce que la situation puisse rapidement être améliorée. Et c'est ce qui est le cas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la peur des anti-vaccins, au fond, qui a guidé Emmanuel Macron dans la première stratégie, la stratégie de la lenteur? Il y a eu plusieurs phénomènes que j'ai expliqués qui sont d'ailleurs très intéressants pour voir quelles sont les difficultés, les lourdeurs, les rigidités du fonctionnement de l'appareil d'État et notamment des agences sanitaires, en l'occurrence des autorités indépendantes. Au mois de novembre, à froid, alors que l'on pensait qu'on était à la fin de la deuxième vague, qu'il y aurait, vous le rappelez, moins de 5000 contaminations. On demande à la haute autorité de santé, qui fait la chose très très sérieusement, de proposer un plan de vaccination. Et donc, à froid, la haute autorité de santé travaille très sérieusement. Elle dit qu'il faut que l'on commence à protéger les personnes les plus menacées, celles qui, quand elles sont atteintes, décèdent le plus fréquemment, sont les personnes les plus âgées, notamment dans les EHPAD. Et par ailleurs, le gouvernement se dit « Aïe, il y a une très importante opposition à la vaccination, il faut y aller avec prudence. » Et donc, il y va avec prudence, sauf que deux choses se modifient. La première, c'est que la situation sanitaire qui était en voie d'amélioration devient, dès la fin décembre, extrêmement tendue, extrêmement préoccupante, on en reparlera. Bien sûr. Et d'autre part, il s'avère que le pari psychologique et stratégique de la communication est une immense erreur psychologique et une immense erreur tactique de communication. Et vous allez bien le comprendre, vous êtes une femme de communication, c'est totalement évident. Quels sont les gens qui hésitent à se faire vacciner à l'heure actuelle en France ? Il y a d'abord un bloc de 15 à 20% de personnes qui sont extrêmement hostiles à la parole officielle, à la parole qui vient des autorités, fût-ce des autorités médicales et des autorités sanitaires. Ces personnes étaient contre la réalité de la Covid, étaient contre le confinement, évidemment, contre les masques. On dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague, etc., etc. Et ils sont vent debout contre les vaccins. Et ces gens-là, on ne va pas les changer. C'est une position qui est psychologique et idéologique. Et puis, il y a 30% de personnes qui, normalement, et c'est complètement ordinaire, on ne peut pas leur en vouloir, sont hésitantes. C'est un nouveau vaccin contre une nouvelle maladie. Est-ce qu'on va se faire vacciner ? Le gouvernement dit on va y aller mollo. Alors ça donne à peu près ça, je caricature, mais à peine. Vous savez, s'il y a des réactions secondaires défavorables, voilà où vous pourrez les indiquer. Et ne vous inquiétez pas, si ça se passe mal,
on va immédiatement arrêter la vaccination. Vous voulez dire que le gouvernement s'est aliéné, c'est 30% Voilà, et par conséquent, ces 30%, voilà. on dit, si véritablement lui-même il hésite tant, c'est qu'il doit y avoir un loup dans l'affaire. Et c'est absolument fantastique, parce que avant la campagne et la communication gouvernementale de ce type-là, il y avait 55% des Français qui indiquaient qu'ils étaient prêts à se faire vacciner, et après, il n'y en avait plus que 40%. C'est extraordinaire. C'est un succès. Il y a quelque chose qui est frappant quand même. Il y a un processus paradoxal, c'est que les Français se plaignent de plus en plus de la lenteur, au fond, du processus. Et donc, c'est comme si le désir de vaccination allait crescendo, alors même qu'en effet, l'intention de se faire vacciner va décrescendo. Voilà. Mais c'est ça la psychologie. Voilà. D'une certaine manière, si vous voulez, il faut donner envie. Vous savez bien, on a tous l'habitude les mécanismes de la séduction. Est rare, notez bien que l'envie remonte. Voilà. Donc, et surtout, il faut créer, il faut avoir de l'enthousiasme. Je vais vous dire, imaginons que j'étais en situation, je l'ai fait de toute façon, je n'ai pas été convoqué et rémunéré et nommé à un poste pour le faire, mais je l'ai fait. J'ai dit, écoutez, cette vaccination, c'est d'abord la seule manière de se tirer d'un très mauvais pas dans lequel est le monde, et notamment la France, qui vraiment altère notre économie, qui empêche les jeunes de vivre pleinement, qui nous empêche de rêver avec vraiment optimisme au printemps, qui a créé des ravages tout à fait considérables, qui est la Covid. Une seule solution, la vaccination. Donc vous dites c'est l'espoir. Voilà, c'est l'espoir. D'autre part, c'est une extraordinaire aventure scientifique. En moins d'1 an, on trouve un vaccin qui est très bien toléré et qui est extraordinairement efficace, entre 94 et 97% d'efficacité. Et on dit par ailleurs, mais on va tout vous dire, on n'a rien à vous cacher. Ce discours-là, il n'allait pas dissuader les gens de se faire vacciner. Mais moi-même, quand j'ai entendu le gouvernement et les messages extrêmement précautionneux qu'il mettait en avant, je me suis demandé, au fond de moi-même, si j'étais bien favorable à la vaccination. Vous vous rendez compte ? Anna Cabana, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si même vous en êtes à douter, voilà. Alors... Mais la France est quand même un des seuls pays au monde à avoir adopté, vous savez, ce double dispositif de précaution, la prescription médicale obligatoire et le recueillement du consentement du patient à la vaccination. Est-ce que là, on n'est pas dans des lourdeurs, de la prudence, de la bureaucratie, au fond? Non, mais c'est très intéressant parce que je suis, comme vous le savez, depuis 35 ans, membre et le plus souvent président d'instances internationales ou françaises de bioéthique. Et la règle du consentement, elle est essentielle. Et donc le Comité consultatif national d'éthique, la Haute Autorité de santé, sont extrêmement attachés au consentement, et il n'était pas question de ne pas faire le consentement. Cela étant dit, ce qui est une règle, une aspiration, une obligation éthique, est devenu en réalité une procédure totalement aveugle, d'une totale lourdeur, et qui a abouti à ce que le dispositif pour se faire vacciner n'a jamais été employé. Jamais, pour aucun vaccin, dans aucun pays du monde. La totale absurdité. Alors vous avez vu ce qui se passe en Israël, hein, donc c'est le pays qui vaccine le plus rapidement au monde par rapport au nombre d'habitants. Plus d'1 million de personnes ont déjà été vaccinées. Est-ce qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait là-bas, sachant que, hein, vous le savez, on l'a lu dans la presse israélienne, au fond, les Israéliens ont acheté 40% plus cher le vaccin. Et même d'après les chiffres que j'ai, plus que 40%. Moi, j'avais des chiffres de 40%. Moi, j'avais des chiffres de 62 € la dose, alors que nous, on l'aurait négocié autour de 19. Alors, il faudrait vérifier, si vous voulez. Mais en tout état de cause, voilà, beaucoup plus cher. Ils l'ont payé beaucoup plus cher. Ils en ont beaucoup plus. Et pour en avoir beaucoup plus. Voilà. Et est-ce que ça, c'était une stratégie qui doit nous inspirer? Ça, je vais vous dire. C'est l'Europe qui a négocié. On ne peut pas en vouloir à l'Europe on pouvait mener en parallèle des négociations. Voilà, à des prix intéressants. Donc, je ne suis pas rentré dans les arcades, je n'ai pas le détail. Et ce que je demande, ce que la Ligue, avec d'autres associations internationales, demande, c'est que le détail des contrats européens avec les 7 firmes fabricants de vaccins soit publié, soit public. C'est normal. La transparence de la démocratie européenne exige cela, mais je ne connais pas le détail. La France a été traitée comme les autres pays, et la France, au point de vue nombre de vaccins, livraison des doses de vaccins, n'est absolument pas défavorisée
par rapport aux autres pays européens qui ont vacciné plus vite. Alors c'est encore pire. Ça n'est pas la cause. Voilà. Et donc il y a d'autres voix que la vôtre qui se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer, par exemple, un scandale d'État. C'est Jean Rottner, le président de la région Grand Est. Xavier Bertrand, ce matin, a parlé de fautes gravissimes du président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut aller jusque-là? Alors, moi d'abord, Anna Cavada, je ne fais pas de politique. Mais vous adorez la politique, Axel Kahn, quand même. Je ne fais pas de politique. Je suis le président de la Ligue nationale contre le cancer. Certes, la Ligue nationale contre le cancer ne fait pas de politique parce que le cancer n'a pas de couleur politique et la générosité, en réalité, n'a pas de couleur politique. J'entends bien, mais là, on parle d'une stratégie d'État. Donc j'ai indiqué que cette stratégie, elle était mauvaise. J'ai demandé qu'il y ait 3 modifications. Première modification, j'ai dit la tonalité. Deuxième modification, privilégier la chose et non pas l'apparence de la chose. Privilégier l'éthique et non pas la procédure de l'éthique. Donc faire beaucoup plus vite, évidemment, moins compliqué. Et j'ai également demandé que, et ça c'est même essentiel, on est dans un combat de santé publique. Dans un combat de santé publique, on adapte la stratégie qui a été décidée à froid comme à la parade pour un défilé. Évidemment, on l'adapte à la réalité du combat. Or, la réalité du combat est que la situation a totalement changé par rapport au mois de novembre et que, à nouveau, les périls sont devenus gravissimes. Et je dis, dans ces périls gravissimes, il faut continuer de protéger les personnes fragiles, mais il faut, au même niveau de priorité, protéger ceux qui vont être les soldats du combat contre la maladie, c'est-à-dire les soignants. De priorité, les personnes fragiles, comme la Haute Autorité de Santé l'avait prévu, et également les soignants, et en particulier les soignants qui vont être les plus directement en lice dans le combat pour soigner les personnes atteintes des formes graves de la Covid. C'est ce que désormais dit aussi le ministre de la Santé. Alors, il faut qu'il fasse encore un petit effort, parce que pour l'instant, c'est les soignants qui ont plus de 50 ans. Et vous savez, dans les équipes médicales qui vont recevoir, malheureusement, probablement en masse, des personnes atteintes de formes de Covid. Et si on en croit ce qui se passe un peu en Angleterre et surtout en Afrique du Sud, éventuellement plus d'adultes jeunes qu'on en avait. Une situation qui pourrait être extrêmement tendue. Eh bien, ce sont des jeunes femmes qui ont votre âge. Ce sont des jeunes hommes qui ont votre âge. Ce n'est pas tous des gens qui commencent à être des seniors. Il faut que toutes ces équipes soient protégées, non pas pour se protéger elles-mêmes, mais simplement pour que leur combativité de soignants, leur capacité à soigner, soit intacte. Vous avez peut-être entendu le Premier ministre ce matin qui a dénoncé une polémique autour de cette question de la lenteur de la vaccination. On écoute Jean Castex. On a un chemin que nous traçons et que nous suivons. Voilà. Donc la polémique, je le dis à tout le monde, n'aide absolument personne et n'apporte aucune solution. Ni sur le terrain sanitaire, ni sur le terrain économique et social. Et vous ne me verrez jamais entrer dans ce type de considération. Alors, la polémique, il a dit, ça ne sert à rien, mais alors, en revanche, les cris d'alarme, n'est-ce pas, qu'on lance, voilà, moi, ça sert à quelque chose. Il a raison, je ne polémique pas. En revanche, quand vous voyez le roi qui passe dans la rue et qui est nu, celui qui s'écrit « le roi est nu », il est salvateur. Donc mettre les mots. Voilà, dire les choses. Ne pas attendre. Dire les choses. Alors, les élus locaux souhaitent être associés à cette logistique, surtout que, comme elle s'avère défaillante. Alors, on va écouter Xavier Bertrand, qui, évidemment, n'a pas manqué ce matin sur France Inter d'enfoncer le clou en tant que président des Hauts-de-France. Les présidents de région, des maires, David Lisnard-Akan, d'autres présidents de région, moi-même, nous sommes prêts à ouvrir des lieux. Cela fait des semaines que je dis aux responsables du ministère de la Santé dans ma région, dites-nous comment on peut prêter main forte, d'ouvrir justement des centres. Si l'on nous met les doses à disposition, nous sommes capables d'organiser la logistique, pas tout seul dans notre coin, avec l'État, avec les professionnels de santé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait plus de vaccinateurs. Et je pense que nous avons aujourd'hui tout un réseau, en plus des médecins qui font ce travail formidable depuis des mois et des mois, ce sont les pharmaciens. Est-ce que la logistique de la vaccination doit être décentralisée? Est-ce qu'au fond, on est encore enfermé dans la bureaucratie centralisatrice? Ça va se faire en plusieurs phases, ça c'est normal. Je rappelle un peu les données.
le flux d'arrivée des doses négociées au niveau européen, donc on n'est pas plus mal loti que les autres pays, c'est pour nous, compte tenu de notre population, 500 000 doses de vaccins BioNTech Pfizer par semaine, et à partir du moment où le Moderna sera accepté, il sera accepté à la fin de la semaine, et donc on commencera à le recevoir au début de la semaine prochaine, 500 000 doses du vaccin ARN Moderna par mois. Ça veut dire un peu plus de 2 500 000 doses par mois, évidemment, et à 67 millions de Français, il faut que l'on établisse des priorités. Ces priorités, dans un premier temps, ce sont les personnes fragiles dans les EHPAD, et le ministre l'a dit, il a raison, des personnes fragiles qui sont en dehors des EHPAD, notamment les personnes extrêmement âgées en dehors des EHPAD, et je proposerai d'ajouter d'autres facteurs de fragilité. Et par ailleurs, et le ministre a commencé à aller dans ce sens-là, il faut qu'il fasse encore un effort, les personnels soignants, parce qu'on en a besoin. C'est ça. Donc, alors ça, c'est la première phase, excusez-moi. Dans une deuxième phase, quand on aura beaucoup plus de doses, le but, ça sera, entre avril et octobre, essayer de vacciner 30 millions de Français. C'est-à-dire qu'avant que la mauvaise saison amène sans doute une propension à la poussée à nouveau de la Covid, essayer d'obtenir une immunité vaccinale suffisante. Et là, il faudra... Est-ce que l'ouverture de grands centres de vaccination... Voilà, c'est ce dont je parle. Voilà. Alors, il faudra ces grands centres de vaccination qui seront couplés à des hôpitaux, qui pourront être naturellement discutés et organisés avec les collectivités territoriales. Mais vous voyez, ça vient dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est ce qui se fait. La mobilisation du couple qui est pharmacien, qui possède les congélateurs avec les doses de vaccins, et les médecins traitants qui travaillent et qui dépendent de ce pharmacien, pour aller voir les personnes à domicile qui sont des personnes fragiles. Ça, c'est la bonne stratégie, parce qu'on ne va pas déplacer les personnes dans les EHPAD ou les personnes extrêmement âgées dans des grands centres où ils seraient mis en danger. L'Angleterre et l'Écosse ont annoncé hier la réinstauration d'un confinement. Est-ce que ça vous paraît inéluctable chez nous aussi, en France ? Hautement probable. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Pourquoi ont-ils confiné? Ils ont confiné parce que sont apparus deux mutants. Un premier, qui est le mutant V1, anglais, qu'on appelle le mutant anglais, qui est plus infectieux. Il n'est pas plus pathogène, il ne rend pas plus malade, il ne tue pas plus, si ce n'est que comme il y a plus de malades et la même mortalité, il y en a plus qui meurent, naturellement. Mais il est extrêmement inquiétant. Il s'est répandu très rapidement. Écoutez-moi, Anna Cabada. Je ne fais que ça, voilà. Axel Kahn. Il est apparu milieu septembre dans le Kent. Fin décembre, il était le variant dominant en Écosse. Et aujourd'hui, sont confinés pour cette raison, du fait des méfaits de ce variant, l'Irlande, l'Écosse, toute l'Angleterre, jusqu'au sud de l'Angleterre. Que voulez-vous, ce variant est tellement avantagé par rapport aux formes antérieures que c'est exclu qu'il demande un visa pour aller d'Angleterre en Europe. Évidemment, il ne demandera pas véritablement cela. Et il est exclu que l'Europe puisse éviter d'avoir à gérer cela. C'est quasiment exclu. Et dans ce cas-là, on sera dans la même situation que nos amis de Grande-Bretagne. Il faut s'y préparer. Et quand je dis que la vaccination des soignants est une ardente urgence, c'est évidemment parce que nous serons dans la situation de la Grande-Bretagne. Alors, les Britanniques, ils vaccinent avec une seule dose au lieu des deux. Est-ce que ça, c'est une stratégie qui pourrait avoir du sens chez nous? Le mieux, c'est de vacciner avec 2 doses. Mais d'un autre côté, si on a le choix entre protéger, pas de manière optimale, 2 N personnes, ou bien de protéger de manière optimale, moitié moindre, N personnes avec 2 doses de vaccin, je comprends que la question se pose. D'ailleurs, elle se pose tellement que la décision a déjà été prise en Grande-Bretagne, que la décision a été prise au Danemark, qu'elle est discutée en Allemagne. Et si, comme malheureusement c'est probable, le cataclysme du nouveau variant arrive en France, la question se posera en France aussi. Alors, avant d'accueillir Nicolas Domnac, un mot sur Agnès Buzyn. Donc, on a appris que l'ancienne ministre de la Santé allait rejoindre le cabinet du directeur général de l'OMS, où elle sera en charge, je cite, du suivi des questions multilatérales. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est légitime à occuper un poste de ce genre après sa démission en février et en pleine montée de
qu'il faut appeler la première vague du coronavirus. Vous avez raison, mais j'aime bien Agnès Buzyn. Bon, d'abord, c'est une collègue. Elle était professeure dans l'université dont j'étais le président. Elle est cancérologue hématologiste, comme je le suis moi-même, on se connaît bien. Et je crois que c'est vraiment une femme de qualité. Il lui est arrivé tout plein de catastrophes. La première catastrophe, c'est que pour sauver la possibilité pour le président de gagner à son parti la mairie de Paris, il a demandé, vraiment, il a presque imposé à la pauvre Agnès Buzyn, qui n'en demandait mais de se présenter à Paris. Ça a été absolument la catastrophe. Et à partir de là, c'était la descente aux enfers. Il n'empêche que ça reste une femme de qualité. À présent, on accueille Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Ah là là, bonsoir Nicolas Domnac, bonsoir. Content de vous retrouver, bonsoir. Pareil. Bonsoir, Nicolas Domnac. Je peux? Non mais faites Je suis à donc. distance respectable. Alors, vous êtes quelqu'un de précieux, Axel Kahn, mais vous êtes un drôle aussi. Hein, parce que quand vous nous dites que vous n'avez Mais on voit pas le sourire sous le masque, Nicolas. que vous n'avez pas fait de polémique, heureusement que vous en avez fait. Et moi aussi, et un certain nombre d'entre nous, parce qu'il y avait de quoi en faire. Écoutez, après les échecs des masques, après les échecs des tests, je veux dire, faire un démarrage aussi lamentable, c'est incompréhensible. Oui, mais ce n'est pas une polémique, Nicolas Domnac. C'est simplement un cri d'alarme. Moi, je suis président d'une des plus grandes associations dans le domaine sanitaire français. Et par conséquent, j'essaye de faire en sorte que les personnes dont je suis responsable soient protégées de manière optimale. Et comme la Ligue est très importante, j'essaye d'avoir un rôle également au niveau de la protection de tous les Français. Et donc, ce n'est pas du tout une polémique. Et je vais vous dire, si c'était une polémique, je dirais ce qu'a fait le ministre, ce qu'a fait l'État en réaction, c'est nul, c'est rien du tout, c'est de la poudre aux yeux. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, je crois qu'on a commencé d'être pas mal entendu. Il y a eu une modification importante de la stratégie. Je demande un peu plus, mais j'observe. Mais il y a de quoi être méfiant quand même, Axel Kahn. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière certaine qu'on ne nous refait pas le coup des masques? Autrement dit que quand on nous dit qu'on a 1 million de vaccins, mais c'est de la blague peut-être. Peut-être qu'on n'en a pas 1 million. Peut-être qu'on en a beaucoup moins, hélas. Non, on a cela. Non, vous êtes sûr? On a cela. Le problème des masques, c'est qu'à part la Chine, qui en fournissait au monde entier, nous, on n'avait plus de stock. Vous savez, dans les conditions dans lesquelles on a perdu nos stocks. Mais la Chine, elle gardait les masques pour elle. Elle n'envoyait plus de masques nulle part. Et donc, aucun pays du monde n'avait de masques, à part la Chine. Aucun pays du monde n'avait plus de masques. Le tort qu'on a eu, c'est pas ça, on n'avait pas, que voulez-vous que je vous dise. Le tort, c'est parce qu'on n'en avait pas à avoir prétendu que ça ne servait à rien. Voilà, si je dois faire maintenant une analyse, j'ai publié un livre bientôt où je fais, le dernier chapitre s'appelle « Pandémie ». Et donc c'est une histoire de toute cette pandémie. Et pour ce qui est des masques, le reproche, la conclusion, c'est on ne peut pas reprocher à des gens qui n'avaient plus de masques parce qu'ils fournissaient en Chine et que les Chinois n'en fournissaient plus. On ne peut pas leur reprocher de ne pas en avoir eu. En revanche, n'avoir pas dit prenez un drap de lit, ça est mieux que rien, faites-vous des masques, mais prétendre que le masque ne servait à rien, ça a été une faute. Mais alors, puisqu'il s'agit de protéger le plus de gens possible, pourquoi on n'arrive pas à se protéger des excès de la bureaucratie? Je veux dire, on a vu les méfaits à chaque fois. On n'en tire aucune leçon, aucun retour d'expérience. Alors, vous voyez, je n'ai pas polémiqué, mais je me suis posé la même question que vous. Le démarrage était un échec tellement tonitruant, il y avait de telles erreurs, que comme je suis un homme public, mais dans le sens de l'amélioration du service public, du bien public, j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas identifier ce qui pouvait être corrigé dans l'avenir de ce début désastreux. Voilà. Et vous répondez Mais pas de polémique, hein. Voilà. À part ça, pas de polémique. Et est-ce qu'on peut corriger? Je veux dire, parce que c'est quand même la question qu'on se pose. Oui. On a l'impression que les hauts responsables ne sont... Je vais vous donner un exemple. La Haute Autorité de Santé est une agence de l'État, une agence sanitaire remarquable, extrêmement honorable. Cela étant dit, bon, elle propose un plan, un protocole, mais elle ne propose pas le plan d'un défilé pour un 14 juillet. Ouais. Lorsque la guerre commence, lorsque la bataille commence, évidemment, ce joli plan, il faut l'adapter à la réalité et à la malfaisance de l'ennemi, en l'occurrence le SARS-CoV-2. Or là, on a vu un très beau plan, avec lequel j'étais d'accord, en l'occurrence à l'époque, proposé par la Haute Autorité de Santé. Elle est indépendante, c'est très bien, mais une telle déconnexion entre les rouages de l'État que, alors même que la situation avait profondément changé, de manière imperturbable, comme pour le défilé, on déroulait le plan. Ça, évidemment, c'est absurde.
Mais alors, il me reste qu'une minute pour une dernière question. Vous avez commencé d'aborder, ça mériterait des heures quasiment, au fond, soit pour des raisons électorales, soit pour des raisons idéologiques, on a abdiqué quand même devant les anti-vax, parce qu'on n'a même pas fait de campagne, pour célébrer la nécessité de ce vaccin et cette trouvaille extraordinaire. Oui, mais la société civile, et notamment dans la société civile, le président de la Ligue nationale contre le cancer a remplacé. Oui. Voilà, en fait, un homme a remplacé toute la campagne, n'est-ce pas? Non, ce que je veux dire par là, on est beaucoup tout de même. On est beaucoup à faire campagne. J'ai dit ça pour rigoler, naturellement. Mais on est beaucoup à faire campagne. C'est vrai, mais je vous l'ai dit. Si l'État ne l'a pas fait au départ, il est en train de le faire. C'est qu'il a fait une erreur de diagnostic. Une très profonde erreur stratégique de communication. Une des plus considérables erreurs de communication que j'ai le souvenir d'avoir connu durant cette longue période déjà de ma vie. Mais c'est le traumatisme des Gilets jaunes. Oui, il y a ça. Je veux dire, totalement traumatisé par le caractère totalement imprévisible de certaines réactions face à une opposition d'une extraordinaire irréductibilité. Ça, c'est sûr qu'il y a une tétanisation vis-à-vis des réactions de ce type-là. Eh bien, merci Axel Kahn. On se retrouve dans quelques instants pour la conversation avec nos décrypteurs, l'ancienne ministre Aurélie Filippetti, aujourd'hui professeure à Sciences Po, et le journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio. À tout de suite.